Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de Secret de scénariste. Nous sommes actuellement dans les locaux de la Guilde française des scénaristes à Paris. Alors pour rappel, la Guilde, c'est l'unique syndicat en France des scénaristes français qui regroupe plus de 370 professionnels du cinéma et de la télévision. L'objectif de cette vidéo est simple, vous faire découvrir en profondeur cette phase fondamentale qu'est la conception et l'écriture d'un film sur la page. Aujourd'hui, nous recevons Noé Debré, l'un des jeunes scénaristes les plus actifs du cinéma français, puisqu'à seulement 31 ans, il a déjà écrit ou coécrit 12 longs métrages. On lui doit notamment des films comme Dipan de Jacques Audiard, Palme d'Or au Festival de Cannes, ou alors Problemos coécrit avec Blanche Gardin, Les Gamins, La Crème de la Crème, ou encore La Résistance de l'air. Aujourd'hui, ce ne sont pas un, mais deux films qui font l'actualité pour Noé Debré, l'excellent Le Monde est à toi de Romain Gavras et Le Poulain, réalisé par Mathieu Sapin. Please give me back my money. The fuck off! Il y a trop de problèmes avec avec ta mère. Non. Mais pourquoi t'as fait ça? Il faut qu'ils aient peur de nous. C'est toi qui as écrit ça? Oh, j'ai fermé la porte. Ouais, ça va, j'en ai vu d'autres des zigounettes, hein. C'est ça qu'il nous faut pour demain. Tu mérites une récompense. Tu m'attends dans la chambre, je reviens. La politique, c'est un milieu bourré de phéromones. Bonjour Noé, et merci d'avoir accepté notre invitation à la Guilde des scénaristes. Donc tu as coécrit deux films qui font l'actualité, Le Monde est à toi de Romain Gavras, qui est sorti mi-août et qui a été plébiscité par l'ensemble de la presse comme l'un des meilleurs films français de l'année. Et tu as aussi travaillé sur un film qui sort le 19 septembre, Le Poulain, qui est une adaptation ou alors inspirée de la BD de Mathieu Sapin. Dans les médias, on parle beaucoup de tournage, de comédiens, mais finalement très peu de la conception d'un film, donc de l'écriture, alors que c'est souvent la partie la plus longue dans la fabrication d'un film. Hein. Des fois, ça peut prendre 2 ans pour écrire un film, voire plus. Et donc c'est justement cette réalité de ce métier artisanal qui va nous intéresser ici aujourd'hui. Et d'ailleurs, toi, je t'ai souvent entendu dire dans les interviews que l'écriture, c'était un artisanat. Donc ma première question, c'est pourquoi on peut dire que le métier de scénariste, c'est un artisanat? Cette question, elle vient avec un corollaire qui est de est-ce qu'on peut dire d'un autre métier que c'est un métier d'artiste? En fait, ça pose la question de... Parce qu'on dit artisanat pour pas dire artiste. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un artiste? En vrai, moi, ça m'a aidé de me dire que c'était un artisanat, parce qu'un artisanat, ça s'apprend, alors que quand on entend les gens parler d'art, d'art au sens de la pratique artistique, ils en parlent comme si, de toute façon, c'était quelque chose de l'ordre de la grâce, et que, donc, du talent, enfin, ça a de l'inspiration, enfin, tout ça sont à peu près des synonymes. Et donc, soit on est un artiste, soit on n'en est pas un. Et pour moi, c'était une pensée extrêmement décourageante quand j'ai voulu devenir scénariste. Et donc, je me suis raconté ça, j'ai lu un peu des textes, etc., sur l'histoire de la notion d'artiste, dont un texte dans un livre un peu obscur, un texte d'une sociologue, en fait, sur les scénaristes de télévision. C'était un livre de sociologie, d'études des scénaristes de la télévision. Et il y avait toute l'introduction, elle était fascinante, et elle faisait justement une espèce d'étymologie de la notion d'artiste. Et donc, elle montrait comme ça, quand on s'intéresse au sujet, en fait, un peu un lieu commun, mais elle montrait comment la notion d'artiste est très moderne, apparue au 19e siècle, etc. Et c'était une lecture qui m'avait beaucoup aidé. Et c'est comme ça que je m'étais dit, en fait, il faut que je prenne la chose sous l'angle artisanal. Et voilà où j'en suis. Après, je sais pas si c'est l'écriture en particulier ou... Je crois que l'écriture, en tout cas, je crois que ça s'applique singulièrement à l'écriture. On va maintenant aborder ton parcours. Quelles sont tes origines? Comment tu en es arrivé à écrire à 31 ans 12 longs métrages? Est-ce que tu as suivi une formation spécifique? Est-ce que tu as fait une école? Comment, en gros, tu as appris ton métier? Alors... En fait, j'ai su très tôt que je voulais être scénariste. Vers 15-16 ans, je me suis dit que j'allais faire du cinéma, et à peu près à la même époque, j'ai décidé que je voulais être scénariste. Et donc, à 18 ans, j'étais très, très déterminé là-dedans, comme on peut l'être à 18 ans. D'abord, je me suis inscrit en école de cinéma. Je fais une école de cinéma qui s'appelle l'ESSEC, où il n'y avait pas de section scénario à l'époque. Maintenant, il y en a une. Et je me suis spécialisé en production, parce que ça m'intéressait, que de toute façon, je détestais tout ce qui était technique, en particulier le plateau. Et peu de temps après, j'ai rencontré... En fait, voilà, peu de temps après, j'ai fait ce raisonnement. C'est un métier d'artisan, etc. Donc, je me suis dit, faut faire comme font les artisans, faut travailler avec un maître. Et c'est à cette époque où j'ai rencontré Thomas Bidguin, qui m'a
m'a pris, enfin je lui ai fait cette proposition, il l'a accepté, je suis devenu entre guillemets son apprenti et il m'a formé et on a collaboré depuis. D'abord je faisais la petite main pour lui, ensuite on a coécrit des films. Alors justement, Thomas Bidguin, c'est un proche de Jacques Audiard, c'est on va dire un scénariste pas attitré mais presque de Jacques Audiard à partir je crois du film Le Prophète. Un prophète. Ouais, absolument. Donc toi, comme tu dis, tu as été un petit peu l'apprenti de Thomas Bidguin, mais comment ça se passe au jour le jour quand on travaille pour en fait un scénariste comme ça professionnel et quand on débute? Quelle est la journée type? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu brainstormais des idées pour lui? Est-ce que tu retravaillais des dialogues? Qu'est-ce qui te donnait à faire comme travail en fait? Ouais, on a pas mal improvisé tout ça évidemment, mais en fait déjà je me rendais disponible parce que lui il avait ses projets, tout ça, il avait sa vie, et moi je travaillais sur des projets à moi sur lesquels j'avançais, voilà, des films que j'écrivais, etc. de mon côté, et quand il m'appelait, j'accourais et on travaillait. Donc il y a eu plusieurs cas de figure. Il y a un film sur lequel il faisait plus ou moins une réécriture. C'était un peu curieux, il devait réécrire une partie de film. Et on en avait discuté, il m'avait dit, voilà, il devait réécrire les 20 premières pages d'un film. C'était très bizarre comme commande, mais bon, c'était son boulot. Ouais. Et il m'avait dit, voilà, ce qu'on a convenu avec le producteur et les autres auteurs, en fait. Il m'a dit, fais une première version, et puis sur cette base-là. Donc là, je faisais carrément une première version, et après, il repassait, il réécrivait, etc. Il m'expliquait aussi ce qui allait, ce qui allait pas, selon lui. Ou bien il était lancé sur une écriture qui était assez laborieuse, qu'il devait écrire seul. Et là, il me racontait ses idées, et puis comme tu dis, on échangeait des idées. Parfois, j'allais écrire des bouts, je lisais des traitements, je lisais ce qu'il écrivait. Tu lui faisais des notes? Ouais, je faisais des notes, après jamais très formellement, mais non, c'est plutôt, il me disait, voilà, je lui disais, ouais, ça j'en pense ça, etc. Et il pouvait me dire, bah vas-y, réécris, comme tu le vois. Et donc après, voilà, je lui donnais ça, et en fait, ça faisait j'apportais de la matière, en fait. Et puis lui, il prenait ou pas. Et c'est quelque chose qui est assez difficile. Enfin, il y a peu de gens, en fait, qui sont capables de faire ça, parce qu'il faut avoir une grande confiance dans son jugement pour déléguer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, je vois, qui sont arc-boutés sur ce qu'ils ont et sur ce qu'ils écrivent, parce qu'en fait, ils sont vraiment... ils ont peur d'être complètement déboussolés par du matériel nouveau. Alors que les gens expérimentés, j'ai remarqué ça avec les réalisateurs expérimentés avec lesquels j'ai travaillé. Voilà, bon, Audiard, de toute façon, même récemment, Yvan Attal, par exemple, qui est un type qui a de l'expérience, il a aucun problème à dire allez-y, réécrivez. Réécrivez ce que j'ai écrit. Ouais, non, même, vas-y, ah ouais, t'as une idée, vas-y, écris, et puis après il lit, il fait ah ouais, c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça non, puis il enlève et tout ça. Et ça, il faut quand même de l'expérience, une certaine confiance en soi, quoi. D'accord. Et justement, donc, aux côtés de Thomas Bidguin, qui a fait un petit peu office de mentor, je pense, pour toi, quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise? Le truc que j'ai entendu chez Thomas, que j'ai entendu nulle part ailleurs, pardon, c'est que l'écriture de scénario, c'est pas simplement écrire l'histoire, c'est concevoir le film. Et que on peut pas... Un grand risque, je trouve, dans le métier de scénariste et dans l'espèce de l'éthos de scénariste, c'est de se dire, ah ben le scénariste est spécialiste de l'histoire. Et en fait, ça suffit pas, je crois. Et en fait, un scénario, c'est un projet de film, c'est-à-dire c'est un projet de cinéma, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va générer comme cinéma, qu'est-ce que ça va produire comme image, qu'est-ce que ça va produire comme émotion, comment ça va s'inscrire dans l'histoire du cinéma, comment ça renouvelle un moment des représentations de toute nature, sociale, de genre, et se poser la question large, et ensuite se dire, voilà, ça c'est le projet de cinéma, ou en tout cas avoir une intuition de ce que doit être le projet de cinéma, et ensuite on va écrire l'histoire qui va nous permettre de le faire advenir, pour que les gens restent dans la salle. Et ça, c'est très fort, et c'est quelque chose que je crois j'ai très peu entendu ailleurs, notamment dans tout ce qui est manuel de scénario, par exemple, ou qui sont arc-boutés sur la question de l'histoire, et qui très rarement vont parler de, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un film, à quoi ça sert, et comment ça marche, en fait. Et l'histoire est un mal nécessaire du cinéma, quasiment. Ça veut dire, après, moi, j'apprécie énormément l'histoire, j'adore ça, j'adore en entendre, en lire, en voir.
Mais il faut pas qu'un film se résume à son histoire, c'est vraiment important. Et en fait, c'est déjà la place du scénariste. D'accord. Et justement, je t'ai souvent entendu dire que tu faisais en fait la différence entre une idée de film et une idée de scénario. Est-ce que tu peux nous expliquer la nuance? Ouais, alors pour le coup, ça vient vraiment pas de moi, hein. Ça, c'est vraiment un truc que je ressors mot pour mot, qui vient de Thomas et je pense qui vient de Jacques. Cette idée que ça revient un peu même de ce que ça rejoint ce que j'ai dit avant, ça veut dire en fait un film, enfin, je vais me répéter, mais c'est voilà, un film ne se résume pas à son histoire, un film c'est un projet de cinéma, donc par exemple on peut se dire, moi je suis capable de partir sur un film en me disant la première phrase ça peut être où en est le film d'horreur aujourd'hui, qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui, et comment est-ce qu'on le représente, comment est-ce qu'on représente une nouvelle forme de peur en fait. Ça, c'est ce qu'on appellerait une idée de film, par exemple. Ouais, enfin c'est très embryonnaire, mais c'est un désir de cinéma, c'est un désir de film, et c'est pas un désir d'histoire. C'est déjà d'avoir une idée du genre dans lequel on veut s'inscrire. Ça peut passer par le genre, et ça peut passer par d'autres choses, mais le genre, après, est un super véhicule, parce que c'est codé, donc on en voit déjà la grammaire, et donc on peut, voilà, après, une fois qu'on se dit on va faire un film d'horreur, on regarde plein de films d'horreur, et on a une idée. Mais si on se dit j'ai envie de raconter ce que c'est que la mort, c'est pas un genre. Qu'est-ce que la représentation de la mort aujourd'hui, c'est pas la même que. Enfin voilà, c'est un sujet qui évolue. Et donc, est-ce que le cinéma peut donner une représentation de ça, de ce que c'est que la mort pour nous? Bon, la mort en l'occurrence, ou l'amour, hein. Oui. Je veux pas casser l'ambiance. Et est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce qu'une bonne idée de film pour toi? Comment tu juges le potentiel d'une bonne idée? Moi, je suis pas quelqu'un de. J'ai pas beaucoup d'idées de films. Par exemple, Thomas, il a plein d'idées de films, moi pas tellement. Du coup, je suis pas très dur avec ça, dans le sens où j'estime que. En général, quel que soit le désir de départ, si suffisamment travaillé, on va pouvoir arriver quelque part. Après, ça va prendre plus ou moins de temps en fonction de ce qu'il y a à la base. Après, en vrai, moi, c'est un truc de désir. Ça veut dire, j'entends quelque chose et je me dis, ok, il y a la bande-annonce, quoi. Je vois la bande-annonce, je vois la promesse d'excitation, il y a quelque chose de très basique, mais est-ce que ça m'excite? Est-ce que j'ai envie de voir le... Enfin, c'est un lieu commun, mais... Et justement, qu'est-ce qui fait qu'une idée est excitante? Comment tu arrives à déceler ça? Qu'est-ce qui fait que justement que tu vois la bande-annonce, comme tu dis? C'est surtout, c'est un personnage, c'est... Non, mais il y a deux choses là-dedans, parce qu'il y a ce qui fait qu'elle est excitante. Je peux pas raconter comment elle est excitante, parce que ça, elle l'est. Tu vois, c'est un truc que je ressens. Par contre, je peux essayer de comprendre pourquoi elle l'est. Et en général, pour moi, ça a à voir avec... pour moi, ça a quand même à voir souvent avec le fait de renouveler une représentation. Ça veut dire se dire, ok, ça raconte quelque chose que j'ai d'aujourd'hui et que j'ai pas vu représenter de cette manière. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on dit souvent toutes les histoires ont été racontées, mais ce qui est l'important, c'est comment tu vas la raconter. Qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau sur la table? Ouais. Et c'est ça qui est, c'est ça qui fait un bon film. C'est ça qui fait une bonne idée de film. C'est ça ouais, je crois. En tout cas, c'est pas nouveau de manière arbitraire. Simplement parce que c'est nouveau, mais c'est parce que ça renouvelle quelque chose. Ça veut dire, j'ai l'impression que le truc, c'est que le cinéma, en fait, il y a toujours un décalage entre le réel et sa représentation. Et le cinéma, donc, est toujours en retard sur le monde. Ça veut dire, je sais pas, sur les formes de romance, sur la politique, sur tout. Le cinéma est toujours au moins un peu en retard sur notre monde. Sur la réalité. Et donc, il y a quelque chose de parfois, tu t'entends un truc et tu te dis, putain, ça, il a rattrapé le retard. Alors, je voudrais juste revenir sur tes premières expériences d'écriture. Est-ce que, quand tu as démarré, quand tu as voulu être scénariste, est-ce que tu as écrit des projets on spec? C'est-à-dire écrire des scénarios sans avoir derrière un contrat d'écriture et faire, écrire tout seul de ton côté. Ah ouais, j'en ai fait plein. J'en ai écrit, je sais pas, à 4-5, vraiment de bout en bout. T'en avais donc écrit 4-5 sans aucun espoir. D'accord, t'en avais donc écrit 4-5 avant de rencontrer Thomas Bidguin, par exemple. J'ai continué à en écrire après l'avoir rencontré. En fait, disons, avant de signer un film, j'en avais écrit 4-5. Et le tout premier que j'ai écrit m'a quand même permis de... Il n'y avait aucune chance qu'il se fasse maintenant avec le recul. Mais il m'a permis de rencontrer du monde parce je l'ai fait lire. J'ai été sélectionné à
un atelier qui s'appelait Equinox à l'époque, je crois que ça n'existe plus, mais qui était un truc incroyable, qui offrait à des jeunes auteurs de réécrire avec des professionnels, etc. Ça m'a aussi pas mal donné confiance en moi. Et c'est aussi d'ailleurs Thomas, quand on s'est rencontrés, je lui ai envoyé un scénario que j'avais écrit, et qu'il a lu, je pense, un tiers. Il a trouvé qu'il y avait des trucs marrants dedans, même si ça ne tenait pas vraiment la route. Mais donc ça m'a permis de... Parce que c'est difficile de dire, de rencontrer... Au début, de dire je suis scénariste, et en fait rien ne te qualifie comme scénariste à part le fait d'avoir écrit un scénario, quoi. Dans ton coin, et Ouais. ouais, voilà. Donc Oui, il mais faut, tout le monde démarre comme ça. Ouais, tout le monde Donc, démarre comme ça, et c'est extrêmement dur mentalement, parce que... Et je trouve qu'il y a un effort... Alors moi, je l'ai fait quand j'avais 18 ans, du coup à 18 ans, on se paie un peu de n'importe quoi, ça veut dire enfin, c'est de la naïveté aussi, mais qu'on est capable d'assumer à cet âge-là, c'est-à-dire que je trouve le trajet du premier scénario, parce que pour aller au bout d'un scénario, c'est quand même énorme, et du coup, il faut avoir... C'est pas comme aller au bout d'un premier roman, parce qu'il faut avoir la conviction que cette chose qui est un scénario va devenir un film. Or, les chances que ça devienne un film, les chances objectives sont faibles, parce que tu connais personne, personne ne t'a demandé d'écrire ce truc, et t'as aucune idée de ce que les gens veulent, et en plus, si tu veux pas le réaliser, c'est encore pire, parce que du coup, il y a encore ce truc de trouver un réalisateur, et tout le monde te dit, mais non, mais de toute façon, c'est les réalisateurs qui écrivent leurs films et tout. Donc c'est très décourageant, mais il faut aller au bout. Et ce qui est décourageant, c'est qu'il faut pas se dire... Enfin, ce que je trouve dur, c'est que, en fait, t'en as l'intuition que ce scénario, il se fera jamais, tu le sais, mais c'est impossible d'aller au bout d'un scénario si tu n'es pas convaincu qu'il va se faire. Et donc il faut se mentir à soi-même, se dire non, mais ça va se faire, il n'y a aucun problème, ça va arriver, ça va advenir. Et en fait, il ne va pas te servir à ça. Mais je connais personne qui a écrit un scénario de bout en bout en se disant ça me servira à faire lire et à obtenir d'autres boulots. Il faut être convaincu que le scénario va se faire. Se transformer en film. Et après, il y a peut-être une chance. Hein. Et justement, ce scénario que tu as donné à Thomas Bidguin quand tu l'as rencontré lors de cette conférence, hein, c'est ça Qu'est-ce qu'il est devenu ? Est-ce que... Alors je ne vais pas donner tout de suite. Alors ça, pour le coup, c'est un conseil que je peux donner utile. C'est ne donnez pas votre scénario comme ça à quelqu'un, ni à une conférence, ni genre j'envoie un mail en disant voilà mon scénario. D'abord, vous écrivez à la personne en disant est-ce que je peux vous envoyer mon scénario ? Il vous dit oui parce qu'il est poli. Et après, il se sentira obligé de le lire parce que c'est lui qui l'aura sollicité. Ah, pas mal. Si vous envoyez votre scénario dans un premier mail, le mec dit attends, c'est qui ce que... Attends, je vais pas lire 120 pages là, machin, je le connais pas, c'est relou et tout. Donc, il faut toujours demander aux gens est-ce que je peux me permettre de vous envoyer un scénario ? En général, ils sont sympas, ils disent oui. Ou d'ailleurs, ils disent non, et bon, vous nourrissez pas d'espoir. Hein. Et qu'est-ce qu'il est devenu alors justement ce ce scénario ? Est-ce qu'il a abouti à quelque chose ou il s'est transformé en un film qui... En fait, il s'est transformé parce que... Enfin, il s'est transformé, c'est un cousin lointain de La Crème de la Crème, qui est un film que j'ai écrit plus tard. D'accord. Qui est le premier film que tu as initié, qui a été produit, c'est ça ? Ouais. Enfin, j'avais bossé sur Les Gamins, mais que j'avais pas initié. Mais celui-là, c'est le premier film que j'ai effectivement proposé moi et qui s'est fait... Mais alors justement, comment tu as trouvé le producteur pour ce film ? Comment tu as trouvé le réalisateur ? Il y a eu plusieurs conjonctions. J'avais écrit un scénario de format court sur des stagiaires. J'avais coécrit avec un copain et j'essayais de faire produire ce truc. À l'époque, c'était la grande mode des formats courts. Je crois que c'est un peu retombé, mais c'était vraiment le truc où on nourrissait de grands espoirs de voir des scénarios produits comme ça. Et voilà, on avait écrit ça. C'était une présentation du truc avec quelques épisodes. Et on l'avait donné. Il y avait un producteur de télé qui l'avait sur son bureau. Ce mec partageait les bureaux avec Anthony Marciano, qui à l'époque était producteur de musique, mais qui produisait Max Boublil. Ouais. Voilà. Donc Les Gamins. Donc voilà, et en fait, ce mec, Anthony, a lu ce truc, s'est dit ah putain, c'est marrant. Du coup, Max Boublil m'a appelé, m'a dit est-ce que ça te dit d'écrire des blagues pour moi ? J'ai écrit des blagues avec Max pour son spectacle, j'étais pas très bon, donc c'est bien entendu, mais j'étais vraiment pas très bon pour ça, parce que c'est vraiment pas la même chose. Et on est devenus copains comme ça. Je crois qu'il a jamais joué une seule blague qu'on a écrit ensemble sur scène, hein. Vraiment, je n'ai aucun... Voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est que eux, parallèlement, écrivaient un scénario qui allait devenir Les Gamins, et du coup au moment où en fait ils se sont un peu perdus dedans, ils se sont dit il faudrait faire venir quelqu'un pour nous aider, et c'est là où ils m'ont appelé. Ce qui est sûr, c'est que ça part toujours d'un matériel écrit, c'est-à-dire il y a toujours quelque chose, à un moment les gens lisent quelque chose et se disent tiens, j'ai envie de travailler avec cette personne, donc quoi qu'il arrive, il faut qu'à la base il y ait quelque chose d'écrit sur le papier, même si c'est rarement ça qui sera écrit au final. Donc maintenant je voudrais juste rentrer vraiment dans le processus d'écriture, la technique d'écriture. Est-ce que tu peux me dire si tu passes par toutes les étapes, on va dire classiques de l'écriture d'un scénario, c'est-à-dire pitch, synopsis,
traitement, séquencier et continuité dialoguée, ou alors est-ce que tu sautes des étapes et tu passes directement à la version dialoguée, comment tu procèdes? Non, je suis vraiment rarement passé à la version dialoguée, sauf en court-métrage, parce que, quand j'ai essayé d'écrire une série de 30 minutes, où en fait ça reposait énormément sur du dialogue, etc. Et là j'avais besoin d'aller directement, plus ou moins directement, de la version dialoguée. Mais sinon, non, je suis assez conventionnel. Le pitch, il faudrait... Maintenant, je le fais de plus en plus, parce que je suis de plus en plus à l'aise à le faire, mais à la base, je suis pas très bon du tout en pitch, et du coup, je trouve que c'est un peu décourageant quand on n'est pas bon, on raconte un truc, les gens accrochent pas. Parce que le pitch, c'est souvent à l'oral. Bah ouais, non, c'est à l'oral. Et du coup, il faut être bon là-dedans. Thomas, il est incroyable en pitch. Thomas Bilguin, incroyable. Genre, il raconte des films qu'il a... Je pense qu'il commence à les raconter, il a pas eu l'idée de comment ça termine, et puis ça vient. En fait, en jouant des scènes, en faisant venir des personnages, enfin, il a vraiment quelque chose dans l'incarnation qui est très fort. Du coup, je me suis pas mal abrité derrière lui aussi pour ça, mais donc ouais, maintenant j'y viens, je pense parce que je deviens un peu meilleur aussi, et effectivement, ça me permet de mûrir, en fait, une idée. Mais sinon, ce que je fais, c'est que, en fait, il y a... Très concrètement, je commence par jeter beaucoup d'idées sur le papier, ensuite je les mets dans l'ordre, j'arrive plus ou moins avec ça à avoir une espèce de chemin de fer, un plan, et ensuite j'écris un traitement sur ce plan, qui est un traitement, sur la base de ce plan, et ce traitement il est assez littéraire pour pouvoir être lu. Donc c'est un traitement qui va faire 30 pages, en général 25-30 pages. Souvent j'en fais 2 versions, et de là je vais au dialogue. D'accord. Et moi, je voudrais maintenant qu'on parle de la structure d'un scénario. On parle beaucoup de la structure scénaristique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la structure d'un scénario et pourquoi c'est si important? En fait, il y a un truc, je trouve, c'est que qui rend le métier de scénariste difficile, c'est le vocabulaire. Ça veut dire que la technicité du vocabulaire. La structure, c'est pas un mot très technique. Mais en fait, moi je me rends compte que quand je fais lire quelque chose, que ce soit un traitement ou un scénario, j'ai pas envie d'entendre il y a un problème avec la structure. J'ai envie d'entendre je m'ennuie. Et je m'ennuie à ce moment-là. Et peut-être qu'il y a un problème avec la structure, ou peut-être qu'il y a un problème avec le personnage, et souvent les gens vont désigner quelque chose, ils vont dire je m'ennuie. Ils osent pas dire je m'ennuie, parce que je m'ennuie c'est un jugement de valeur. Enfin, ils le vivent comme un jugement de valeur. Et du coup ils disent il y a un problème de structure, comme ça ils peuvent se cacher derrière un terme technique beaucoup plus neutre. Alors qu'en fait, quand on te dit il y a un problème de structure, on te dit rien. Enfin, moi, j'ai le sentiment. Ou alors, tu rentres dans un dialogue avec quelqu'un qui devient un collaborateur du film et qui comprend comment le film fonctionne, et ça prend beaucoup plus de temps. Mais sur une lecture, quelqu'un qui lit un scénario que j'ai écrit et qui me dit il y a un problème de structure, à part si c'est vraiment un maître, ou quelqu'un avec qui qui a une connaissance de la manière dont je m'y prends pour écrire, moi, je dirais jamais ça. Je dis, là, je m'ennuie. Et donc, je peux commencer à me poser la question de pourquoi je m'ennuie. Ça répond pas à ta question, mais c'est un truc, je crois, pour moi c'est un truc qui me travaille. Mais après sur la structure en elle-même, c'est important la structure parce que c'est évidemment la tension dans le temps. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la structure? Quand on parle de structure de scénario, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la structure en 3 actes? Est-ce que c'est la trajectoire des personnages? Qu'est-ce que c'est quand on parle de structure scénaristique? Ah, non, moi je pense que ce qui fait la caractéristique de la structure scénaristique, c'est que le cinéma c'est un art inscrit dans le temps. Donc, en fait, ce qui est difficile, c'est qu'il faut tenir les gens sur une durée. Contrairement à la BD ou un livre qu'on peut reposer, le cinéma, on est là pour le temps qu'on est là, et en fait, c'est hyper galère parce que souvent, on est là pour 1h30, et c'est très dur de tenir 1h30. Donc, il y a un effet de structure dans le sens où il y a un effet de rythme, en fait. Et je crois que c'est Haneke qui dit que le plus important dans un film, c'est le rythme. Et moi, ça me frappe, comme en regardant des films, il y a des films lents, c'est un lieu commun, il y a des films lents dans lesquels on s'ennuie pas, et des films rapides dans lesquels on s'ennuie tout le temps. Et c'est probablement un problème de structure, et le corollaire de la structure, c'est le rythme. Et donc, à quel rythme avance le film? Et ça, c'est quelque chose qui continue à me sidérer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de vraiment du ressenti en lecture qu'il faut être capable de garder, et c'est quelque chose que j'ai appris en voyant travailler les monteurs, quoi. Vous voyez comment les monteurs, par exemple, ils vont recommencer en permanence à voir le film du début, et ça je trouve que c'est de la torture. Ouais. Et en fait il faut le faire, et il faut se raconter le film du début et dire ah là je m'ennuie, ça y est, là c'est le moment où je m'ennuie.
Et du coup questionner là ce qui se passe, etc. en termes d'événements. Bon, alors toi, comment tu structures tes scénarios? Est-ce que par exemple t'écris, enfin est-ce que tu utilises un énorme tableau où tu mets justement tes 3 actes avec une phrase par acte, admettons, ou alors là un petit peu le descriptif de tes personnages, la trajectoire de tes personnages, ou alors est-ce que tu mets des post-it un petit peu partout sur ton mur comme si t'étais un serial killer? Non, je faisais ça au début. J'ai l'impression que c'est un truc de... C'est comme quand on apprend à conduire. Au début, quand on apprend à conduire, il faut penser à tout. Il faut penser aux vitesses, il faut penser aux points de patinage. Moi, je conduis mal, par ailleurs, mais l'image que je me fais de quelqu'un qui conduit bien, c'est quelqu'un qui a complètement oublié toutes ces choses et qui, le corps a pris des réflexes, etc. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai moins tendance à vouloir formaliser de manière comme ça, visuelle, le film. Je pense aussi parce que j'ai un peu plus d'automatisme, ce qui est un piège par ailleurs, je crois. Parce que du coup, évidemment, ça normatise l'écriture. Mais comment est-ce que je travaille la structure Non, moi je te dis, je fais un chemin de fer, je fais un séquencier, une ligne par scénario, une ligne à peu près par séquence, ou avec, et puis je complète ça. Et en fait, vraiment, je pars de ça, c'est-à-dire que c'est un document avec une ligne. Puis ensuite, je me dis, je le relis, et puis c'est un peu plus étoffé. J'essaie de trouver une idée par scène sur comment je la traite. Et comme ça, au début, c'est un truc qui fait 5 pages et je peux le lire d'un coup. Et j'ai un peu une idée du ressenti. Puis ensuite, ça devient un truc de 10 et puis 30. Donc vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Moi, je travaille beaucoup sur Google Drive. Ouais. Et donc, on partage le document. Ce qui fait qu'aussi, je pense que ça a remplacé le tableau. D'accord. Je crois. Et est-ce que tu passes par une phase de documentation, de recherche avant de te lancer dans l'écriture du scénario? Par exemple, le film Le Monde est à toi, ça se passe en grande partie en Espagne. Bêtement, est-ce que tu es allé en Espagne pour t'imprégner de la culture, de l'environnement On s'est beaucoup documenté sur Le Monde est à toi. Tout ce qui se passe dans Le Monde est à toi est vrai. Ça veut dire dans le sens où toutes les scènes et toutes les anecdotes, toutes les idées de scènes là, sont tiré d'histoires qu'on nous a racontées, c'est juste pas arrivé à un seul mec. Mais et je pense que c'est vraiment, ça participe de la modernité du film. Quand on dit renouveler les représentations, on fait Le Monde est à toi. La première chose qu'on se dit, c'est comment on fait pas Snatch, comment on fait pas un faux Snatch. En fait. Et du coup, ça ne vient que du réel pour nous. Parce que... Et ce réel, où vous le trouvez? Et là, le point de départ du Monde est à toi, c'est une collaboration avec un journaliste spécialisé dans le monde du grand banditisme qui s'appelle Jérôme Pierrat. D'accord. Et on commence à des conversations avec Pierrat qui nous raconte des personnages et sur ces personnages des anecdotes. Et comme ça, on rentre dans un truc aussi de renouvellement de la question de qu'est-ce que c'est qu'un voyou. Le Monde est à toi, c'est un film de voyous. Et en fait, ce qui nous sidère, et moi c'était aussi j'avais commencé d'ailleurs avec Romain aussi à me documenter pour un autre film précédemment, et j'avais rencontré un gros voyou qui sortait de prison, très marrant, très intelligent, et qui disait un truc super, qui disait en fait le problème quand tu veux faire un casse, c'est que tu peux trouver 3-4 mecs bien, intelligents, avec lesquels tu as confiance, t'es proche, machin. Mais pour faire un casse, il faut être 12. Et les 8 autres, ça va être soit des Mongols, soit des psychopathes. Parce que en fait, le banditisme, fondamentalement, attire une majorité de golemons et de psychopathes. Soit les mecs qui se disent ouais, ça va être Scarface, soit des mecs qui ont envie de taper de ça. Et donc ils disent, quand ça peut bien se passer parce que tu les disciplines, machin, mais tôt ou tard, les mecs vont passer un coup de fil sur leur portable, vont acheter, enfin comme d'ailleurs c'est un truc qu'on voit déjà dans Les Affranchis, mais tôt ou tard ils vont commencer à faire des conneries et ils vont te foutre en prison. Ils vont t'amener en prison, quoi. Et ça, j'avais trouvé ça génial parce que c'est quelque chose... En fait, on voulait faire un film de voyous où les voyous arrêtent de froncer les sourcils ou arrêtent de... C'est pas l'image d'Épinal des voyous... Non, c'était de déshabiller ce truc-là. Et du coup, ça ne vient que du réel. Et tout ce qui est singulier dans le film et tout ce que je trouve le plus intéressant dans le film vient de là. Donc ouais, je me documente beaucoup en général. D'ailleurs, ça prend beaucoup de temps, cette phase de documentation, quand tu... En fait, ça s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il faut pas, moi je vois, il y a un piège, c'est que les gens qui en font un prérequis, en fait, ça devient un abri pour pas avoir à écrire le film.
souvent on rencontre un mec et puis en fait on se rend compte qu'il s'est enseveli sous une pile de documentation énorme et ça lui évite d'avoir à écrire son film. Et du coup il a accumulé comme ça énormément de matière. Je dis c'est génial toute cette matière. Ah oui, mais j'ai pas encore fini. Mais ouais, non, mais faut que je vois et ça. Et puis du coup il s'enferme dedans. Et aussi, c'est très important de se dire que la documentation n'est là que pour amener du matériel et pas pour poser des questions, mais il faut pas que ça devienne une censure. Faut pas commencer à se dire ah oui non mais ça vraiment je peux pas le faire parce que c'est pas vrai. Bon, ça dépend du type de film qu'on écrit, mais après 95% du temps ce qu'on trouve dans la réalité est plus intéressant que ce qu'on invente. Ça, c'est presque systématique. Mais du coup moi j'ai remarqué que dans ce que j'écris, très concrètement il y a 3 phases qui dialoguent en permanence. Il y a la phase de la documentation, la phase de la théorisation du film, ça veut dire justement définir le film, qu'est-ce que c'est en termes de genre, même qu'est-ce que ça raconte. Et il y a la phase de l'imagination, c'est-à-dire d'écrire de la fiction. Et en fait, quand je m'épuise sur une phase, je repasse à une autre et ça me permet d'avancer comme ça. D'accord. Alors justement, comment tu développes tes personnages ? Est-ce que tu fais des biographies de tous tes personnages ? Est-ce que tu fais des fiches de personnages, tu leur inventes un passé ? Ou alors est-ce que tu te lances comme ça dans l'écriture ? Alors pas du tout. Moi j'écris pas du tout de fiches de personnages. D'accord. Vraiment, je faisais ça au début parce que... Enfin j'ai fait ça un peu au début parce que c'est ce que je lisais dans les manuels de scénario, mais j'ai trouvé que pour moi ça s'appliquait jamais. Parce qu'en ça fait, te bride ? Non, mais surtout je trouve que c'est une perte de temps. Parce qu'en fait, en vrai... En fait, les personnages ne sont pas des gens. Les personnages, c'est un peu bizarre, mais les personnages sont des fonctions. Sont des fonctions du récit, à un moment. Et un récit, ça n'est pas la vie. C'est une histoire qu'on invente. Et, enfin, je sais pas, c'est hyper bizarre de l'exposer de cette manière, mais en fait, je crois que c'est... parce que j'avais cette intuition et je l'ai lu très clairement chez David Mamet, qui parle du personnage de manière hyper rigoureuse et assez méchante et c'est, bon, comme avec sa plume, quoi. Mais il y a ce truc de se dire... parce qu'il est très anti-méthode Stanislavski, Mamet, et il a écrit un bouquin sur l'art de l'acteur. Et ce bouquin est hyper intéressant pour les scénaristes, je trouve. Justement sur ça, sur la question du personnage et tout ça. Et en fait, c'est vrai que moi, à moins que ce soit dans le film, ça ne me sert à rien de savoir si le personnage est droitier ou gaucher. Ça ne me renseigne sur rien. Et souvent, pareil, je trouve que ça peut devenir un abri pour le scénariste. C'est-à-dire souvent on rencontre on lit un scénario et vraiment c'est pas terrible. Et on parle avec la personne et en fait on se rend compte qu'elle a tout un roman sur son personnage qui affleure dans le scénario par-ci par-là et qui justifie des revirements psychologiques que nous on comprend pas. Et en fait ça crée des scénarios hyper psychologisants et je trouve que c'est une malédiction du scénario, ça. Quand la backstory est plus intéressante que la story. C'est-à-dire que le scénariste a tellement l'histoire de son personnage dans la tête, le passif, qu'il pense qu'il n'a pas besoin d'expliquer certains revirements de situation, certains éléments psychologiques de son personnage. Non, surtout il a envie qu'il se passe un truc dans le film, parce que ça l'arrange, et du coup il va enrichir la backstory de son personnage de telle sorte à justifier ce revirement. Et donc le film n'est pas porté dramatiquement, il est porté psychologiquement. Et je l'ai fait aussi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment et je trouve que c'est un mal super commun de scénariste dans lequel je m'inclus complètement. Et donc, donc c'est pour ça que j'ai assez vite arrêté de faire des fiches de personnages parce que j'ai l'impression que ça invite un peu à ça. Alors, quelle est ta journée type de scénariste quand tu écris par exemple un traitement ou une continuité dialoguée ? En gros, combien d'heures tu passes à ton bureau ? Est-ce que tu te donnes un nombre de pages à écrire par jour ? Est-ce que tu as un objectif particulier ? Moi, j'écris beaucoup de projets à la fois, parce que sinon, j'arrive pas à... En fait, c'est quand j'avais... pareil, au tout début, quand j'avais vraiment 19 ans, j'avais assisté à une conférence de Jean-Pierre Jeunet. Et il parlait de comment il préparait sa mise en scène. Il disait, donc lui, il storyboard évidemment énormément, c'est son cinéma. Et il disait, de toute façon, je storyboard 2 heures par jour, pas plus, parce qu'après, je commence à faire du cliché, en fait. Après, je commence à me fatiguer. Mon imagination se fatigue mentalement, machin, et du coup, je commence à faire du lieu commun, de mise en scène. Et j'avais trouvé ça m'avait délivré. Et en fait, moi, je me suis un peu fixé cette règle, c'est-à-dire quand je bosse seul sur un film, je bosse pas plus de 2 heures par jour dessus.
Par contre, du coup, bah, il me reste 6 autres heures en général, donc je bosse sur d'autres films. Que tu consacres à d'autres films. Ouais, et donc ça c'est quand je bosse seul, et après je fais des réunions, je fais beaucoup, mine de rien, je fais pratiquement que des coécritures, donc après je fais beaucoup de réunions de 3 heures en général avec les gens. Et donc je fais ça, tu vois, je me lève à 7h, voilà, je commence à bosser vers 8h, 8h30, je bosse 1 heure sur un film, ensuite je pars en réunion 3 heures, enfin voilà, et ça me permet de mener... en fait, souvent 3 projets sur la table, mais t'as toujours des projets qui attendent, des trucs en lecture, t'attends que machin rentre. Enfin, voilà. Combien de temps justement en moyenne pour écrire un scénario depuis l'idée initiale jusqu'à la V1, à peu près? Voilà, ça varie de tout au tout. Vraiment, parce que déjà il y a des films qui ont... Dipan, c'est un film qu'on a réécrit entièrement 3 fois. Tu vois, genre vraiment VDF, enfin VDF, façon de parler, parce que c'était pas une VDF vu que c'est jamais parti en prod, mais c'est un film sur lequel on a recommencé. Et à chaque fois c'était combien de temps? Je sais pas, non, mais je sais même pas, j'ose même pas regarder, parce qu'il faudrait que je regarde dans les échanges de mails, mais je pense que Dipan, moi j'ai dû... Après eux ils ont écrit un film entre temps, ils ont écrit De Rouille et d'Os, donc, mais je sais pas, moi j'ai dû passer 5 ans en fait sur Dipan, entre la première réunion et le truc, alors que Le Monde est à toi, c'est écrit assez rapidement pour moi, c'est-à-dire en 1 an et demi. D'accord. 1 an et demi, ça partait en prod. T'as déjà été victime du writer's block, ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche, et si oui, comment t'as fait pour t'en sortir? Pas trop, mais encore une fois, quand je bloque à un endroit, je passe à autre chose, je fais de la documentation. Par exemple, je sais pas si je suis bloqué, je vais regarder... Ouais, j'ai toujours un tas de lectures en retard sur mon sujet. Donc je vais commencer à lire et en fait souvent ça me débloque. Ou je regarde, même parfois je regarde des bouts de films qui m'inspirent et je regarde une scène et... Tu vois, pas souvent en fait je fais ça. À un moment je faisais ça, maintenant je le fais moins, mais je regardais 10 minutes d'un film référence avant de me mettre à écrire. Et ça m'aidait énormément et à la fin j'avais vu, je sais pas, au fur et à mesure des réunions, j'avais vu le film 5 fois. D'accord. Par tranche de 10 minutes, et donc j'avais une connaissance assez intime du film et ça me débloquait, je comprenais mieux comment ça marchait et tout ça. Je fais un peu moins ça maintenant. Et à quel moment ton travail de scénariste, on va dire, s'arrête dans la fabrication d'un film? Est-ce que tu assistes par exemple aux lectures avec les comédiens? Et si oui, est-ce que derrière, à l'issue de ces lectures, tu changes beaucoup le scénario? Est-ce que tu réadaptes par exemple les dialogues en fonction des comédiens? En fait, ça dépend énormément de la relation que j'ai avec le réalisateur et de l'histoire du projet. Il y a des films où vraiment, pas du tout, tu vois. Il y a des films où vraiment je donne la version et j'en entends plus parler et je le vois en montage. En général, on me propose de venir pour une version de montage. Ou il y a des films où je regarde les rushs tous les jours et je fais des notes tous les jours pour le réalisateur. Ou il y a des films où j'étais sur le plateau, La crème de la crème, bon c'était un peu particulier mais j'étais beaucoup sur le plateau. Et après sur la réécriture, pour l'instant, mais c'est un regret, j'ai pas beaucoup réécrit pour les acteurs. Enfin si, remarque, en comédie tu réécris pour les acteurs. C'est-à-dire qu'à un moment, parce que si un acteur a un rythme particulier, je pense que si t'écris un film pour Bakri ou pour Dujardin ou pour Lucchini, quand t'entends sa voix, ou Laetitia Doche, enfin ce genre d'acteur, quand t'entends sa voix, il y a des blagues supplémentaires qui deviennent. C'est-à-dire que c'est pas genre, ah ça il sera pas capable. En général, il est capable de tout faire. Mais en plus, tu te dis, ah putain, avec son rythme, je peux rajouter ça, un temps ici, etc. Et donc t'enrichis, et de toute façon, lui, il réécrira avec son rythme. Donc, ouais, j'essaye de faire ça. En plus, c'est la partie la plus marrante. Et justement, alors là, tu expliquais que tu faisais des notes au réalisateur pendant le tournage, quand tu visionnais les rushs. En gros, à quoi servent ces notes? Ça permet quoi au réalisateur, dans le sens où, une fois que les rushs sont visionnés, la scène a déjà été tournée Ça dépend, alors justement, ça dépend du budget du film et de la prod. Jacques, par exemple, il retourne énormément ses scènes. D'accord. Donc il va retourner 3 fois la même scène dans différents décors, il va expérimenter d'autres trucs, il arrive comme ça à avoir la flexibilité avec son équipe, aussi parce qu'il a des très bons producteurs, et il s'offre ça. Donc moi c'est la première fois, quand j'ai rencontré Thomas, il regardait les rushs du Prophète pour Jacques, et il me remontrait des scènes, et donc c'était marrant, il y avait des scènes qui étaient tournées, la même scène à la bibliothèque, ou la même scène dans l'escalier, du coup dans la bibliothèque tout le monde silencieux, ils peuvent pas parler, machin, à l'escalier tout le monde se gueule dessus, ils se tapent à moitié, et ça, et donc ça donnait pas du tout la même
la même nature à la scène, et donc quand c'est dans cette économie-là, avec économie au sens large, hein, c'est pas seulement une histoire financière, c'est ça que je veux dire, c'est que même, il arrivait même visiblement à faire ça sur des films qui coûtaient pas cher. C'est vraiment une histoire de flexibilité, d'équipe et tout ça. Et sinon, par exemple sur Les Cowboys, qui était un film voilà, qui par rapport à son ambition avait un budget moindre, et puis c'était le premier film de Thomas. Là, en fait, je regardais les rushs, je regardais quelle scène était tournée le lendemain, et j'écrivais une note sur la scène du lendemain. D'accord. Parce qu'un réalisateur, il est en quatrième semaine de tournage, il en peut plus, il bosse comme un ouf. Il est à chaque fois, j'ai remarqué ça, ils peuvent réfléchir à ce qu'ils font le lendemain, au mieux à ce qu'ils font après-demain, mais jamais à ce qu'ils font le surlendemain. Et en fait, ils arrivent sur le plateau, et en général, ils ont pas eu le temps de se replonger dans la continuité narrative du film. En tout cas, c'est très dur. Et du coup, là, je lui faisais une espèce de truc, ben voilà, cette scène, on l'a écrite pour ça, elle sert à ça, voilà où en est le personnage. Et donc ça l'aide à pas éventuellement... Ouais, exactement, parce que parfois, c'est le truc le plus dramatique, je trouve, c'est que tu vois arriver des rushs, et tu te rends compte que le ton n'est pas du tout celui de la scène, et en fait, ça rend les scènes, mais pour une histoire de ton, hein, ça rend les scènes immontables. Parce que, au fond, au montage, au scénario, ce qui compte, c'est la continuité dramatique. Au montage, ce qui prime, c'est la continuité émotionnelle. Ça veut dire qu'au fond, tu peux faire plein d'entorses à la continuité dramatique au montage si la continuité émotionnelle est juste. C'est-à-dire si ton personnage émotionnellement est au bon endroit. Tandis qu'une scène, si le personnage est censé être triste et que tu l'as joué énervé, la scène est immontable et souvent elle va changer de place. Parce qu'elle va s'inscrire dans le film au moment où le personnage est énervé. Et ça, c'est vraiment un truc de musique, de montage qui moi, m'étonne encore, quoi. Alors maintenant, je voudrais qu'on aborde le film Le Monde est à toi, hein, qui est toujours en salle, je vous le rappelle. Donc c'est un film que tu as coécrit avec Romain Gavras et Karim Boukercha. Comment tu es rentré sur ce projet ? En fait, j'avais écrit un film qu'a réalisé Kim Chapiron. La crème de la crème. La crème de la crème. Kim Chapiron et Romain Gavras sont très proches. Romain avait fait même la seconde équipe sur La Crème, donc j'avais rencontré Romain à cette époque-là. Et après, non, ils avaient commencé à réfléchir avec Karim à ça, à faire un film de voyous. Ils voyaient déjà Jérôme Pierrat, donc le journaliste dont je parlais, et ils m'ont proposé de me joindre à la réflexion, tout simplement. Mais voilà, on se connaissait en fait. D'accord. Et comment s'est déroulée justement la coécriture avec eux ? Est-ce que vous avez écrit en gros quand tu es rentré toi sur le projet, est-ce que vous avez coécrit tous ensemble dans la même pièce, la moindre ligne de dialogue, ou alors est-ce que vous faisiez des passes successives, ou chacun écrivait de son côté justement avec Google Drive comme tu disais, chacun s'envoyait une scène, voilà, moi j'ai écrit le début, moi j'ai écrit la fin, moi j'ai écrit le milieu, moi j'ai écrit... Non, c'est assez simple, de manière assez empirique aussi, parce qu'on vit pas dans les mêmes villes, donc on se réunissait 3-4 jours. Souvent 3-4 jours, ça permet quand même de se raconter pas mal de trucs. Au bout de 3-4 jours, on avait un déroulé du film, comme je disais, une espèce de séquencier résumé, avec comme ça des bouts de dialogue, un peu tout ce qui nous semblait pertinent dans les scènes, les idées qu'on avait eues. Et là, on se faisait des passes. Donc, je sais pas, disons, je commence. Souvent, moi, je finis parce que je suis très sec. C'est-à-dire, j'adore supprimer des trucs dans les scénarios. Donc, c'est pas mal d'arriver à la fin pour ça, parce que tu scalpes. Mais du coup, voilà, je sais pas quoi, Romain commençait, faisait une passe, il passait à Karim, voilà. Et après, à la fin, on le relisait tous les trois, peut-être chacun de notre côté, on en parlait au téléphone et on envoyait au producteur. D'accord. Donc, dans Le Monde est à toi, tu dépeins l'univers de la banlieue avec tous ses codes, ses archétypes de langage, etc. Est-ce que c'est un univers que tu connaissais bien, ou alors est-ce que tu as dû faire des recherches ? Ouais, non, c'est pas un univers que je connais personnellement. En revanche, donc on a travaillé avec Jérôme Pierrat, on a vu pas mal d'avocats, de voyous aussi, qui nous ont pas mal nourris, parce qu'ils ont énormément d'histoires. On est allé aux assises, assister à des procès. Après, Romain et Karim, ils ont leur connaissance de leur côté, ça veut dire ils peuvent avoir fréquenté des gens... Tu te nourris d'anecdotes Énormément d'anecdotes. Et puis on regardait beaucoup de vidéos de Kaira sur internet. Et en fait, il y a des trucs très drôles. Après aussi, c'est pas comme ça qu'on a écrit le film, hein, mais le film, si vous allez le voir, en fait, il est aussi beaucoup question dans le film de l'image que les voyous ont d'eux-mêmes. On va avoir beaucoup de mal à se documenter, je trouve, sur internet. Quand tu regardes, je sais pas quoi, Facebook, le Facebook des gens et ça, t'es
ça t'informe très peu sur ce que sont les gens, ça t'informe énormément sur ce qu'ils prétendent être aux yeux du monde. Et donc ça nous a servi à ça. Donc regarder des vidéos, puis c'est des trucs incroyables, de mecs qui monologuent pendant des heures, des rappeurs et tout ça, et t'as des perles là-dedans. T'as des dialogues, tu reprends mot pour mot. On a fait écrire un dialogue verbatim à un stagiaire de la boîte de prod. On lui a fait écrire tout un monologue d'un rappeur complètement conspirationniste qui racontait des trucs, et t'as des connexions de pensée mais qui sont à pleurer de rire. Et surtout quand le mec le raconte, il est sûr de lui et tout, c'est très drôle, et quand tu le vois sur le papier, tu le lis à voix haute, mais c'est à pleurer de rire. Justement, le personnage de Vincent Cassel, ouais, c'est exactement ça, et j'ai trouvé très 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 juste. Ça reflète la réalité de certaines personnes que j'ai pu rencontrer, c'est vrai. Le brouillard mental, quoi. Les gens qui se font enfumer par des vidéos conspirationnistes sur YouTube. Alors, justement, pour ce scénario, est-ce que tu avais des films références ? Alors évidemment, on pense à Scarface, ne serait-ce qu'avec le titre, mais moi, en ayant vu le film, j'ai beaucoup pensé à L'Impasse de Brian De Palma, avec cette histoire de voyou qui rêve d'une rédemption en allant justement à l'autre bout du monde, au soleil, mener une vie tranquille et honnête. Est-ce que c'était une source d'inspiration justement, L'Impasse ? En fait, alors L'Impasse, pas tellement, je dois avouer. Nous, on avait ce truc, c'est qu'au début, une des premières conversations qu'on a eues avec Jérôme, donc ce journaliste, et qui nous disait aujourd'hui, les voyous, ils ont des grèves de classe moyenne. Et ça, on a adoré. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir un sushi, ils veulent, tu vois, donc ce truc de mec qui veut avoir la licence Mr Freeze au Maghreb, c'est un vrai truc. Tout est vrai, de toute façon, dans le film, encore une fois. Mais donc ça, c'est vrai, c'est un mec qui est parti là-bas, enfin bref. Et donc les types ont des rêves de classe moyenne, ça, on trouvait ça hyper intéressant. Après, sur les références... Il y a ça d'ailleurs dans L'Impasse, hein. Justement, Al Pacino, lui, il rêve de monter un petit business de location de voitures aux Bahamas. Ah, c'est marrant. Mais tu vois, je savais pas. Je l'ai pas revu, L'Impasse. Scarface, c'est pas une référence pour nous, c'est une référence pour les personnages. Oui, en fait. Sûr. Et, oui, parce que ça n'a rien à voir, l'histoire n'a rien à voir. Et nous, nous, les références, en fait, elles étaient beaucoup plus... Et ça, je suis surpris parce que j'ai suivi un peu ce que les gens écrivent sur le film, et ils parlent beaucoup de Tarantino ou de Guy Ritchie, mais on avait des références beaucoup plus françaises. Nous, on parlait des Tontons Flingueurs, de Mélodie en sous-sol, des comédies de voyous, de Verneuil, qui sont, qui ont des trouvailles absolument géniales. Et il y a ça, il y a de la comédie italienne, genre Affreux, Sale et Méchant, un peu sur le côté acide. C'est-à-dire qu'à un moment, de ne pas avoir peur de faire un portrait social très dur et marrant et caustique, disons. Et après, Jackie Brown, quand même, pour Tarantino, sur le fait d'avoir des personnages, pareil, d'avoir des personnages de voyous qui plafonnent. Ça nous a pas mal aidé. Et alors justement, comment tu fais pour écrire des personnages parce que là, dans le film Le Monde est à toi, il y a une galerie de personnages tous plus loufoques les uns que les autres. Comment tu fais pour écrire des personnages hauts en couleur comme ça, avant même d'avoir vu les comédiens qui allaient les interpréter ? Ah non, mais c'est simple, les personnages, ils existent. C'est-à-dire, tous les personnages du Monde est à toi, c'est des gens dont on a entendu parler. D'accord. Donc, tu vois, ça ouvre. Là, je peux raconter la première scène, mais c'est un mec qui... Enfin, remarque, c'est dommage. Mais bref, toutes les scènes de ce film, la mère, le méchant, Poutine... Là, parce qu'Isabelle Adjani, quand même, le personnage, il existe. On nous l'a raconté, mais... Et encore, on raconte 10% de ce qu'on nous a raconté sur cette femme. Ah ouais, d'accord. C'est magnifique. C'est-à-dire que tout d'un coup, on parle d'un personnage et t'as envie de faire son biopic, quoi. Et donc, on les a accumulés comme ça, et tout est vrai. C'est bon. Et alors justement, quand donc le scénario est écrit, le casting se fait, vous savez donc quels comédiens vont interpréter les personnages que vous avez écrits. Ouais. Est-ce que, une fois que les comédiens ont été choisis, vous réécrivez certains dialogues pour que ça corresponde plus à la personnalité ? Un peu. Ouais, on a réécrit un peu, pas forcément à la personnalité, mais par exemple aux alchimies. Ça veut dire, quand on a su que c'était Karim Leclou... alors Karim Leclou, on l'a toujours eu en tête, en fait. Vincent Cassel, pareil, le personnage a été écrit pour lui. Quand on a su que c'était Oulaya Benyamina qui allait jouer le rôle de Nadia, ça changeait un peu la dynamique, parce que elle a un truc, elle fait un peu plus juvénile que ce qu'on imaginait pour le personnage à la base. Et donc il y a quelque chose d'entre eux de plus enfantin, de plus mignon. Et donc on a réécrit le rôle avec ça, et par exemple, et aussi on a réécrit une scène qu'on trouvait trop proche de Divine, où elle faisait un truc, et donc on l'avait vu dans Divine faire à peu près la même chose dans une scène de boîte de nuit, et donc on a réécrit, on a mis la scène dans un karaoké. Ouais. Le film, il a une mise en scène
assez stylisé, très visuel, presque clippé des fois, puisqu'il y a quand même pas mal de musique de variété française, Balavoine, Laurent Voulzy, Michel Sardou, qui viennent complètement contraster avec l'atmosphère très brutale et violente du film. Est-ce que par exemple ces idées musicales, elles étaient déjà écrites sur le scénario? Est-ce que tu avais indiqué carrément les titres des chansons? Est-ce que ça Oui, ouais, le film s'ouvrait, mais alors parfois elles sont déplacées. Le film s'ouvrait sur Kalash de Booba. D'accord. Parce que pareil, c'est un programmatique cette chanson, c'est qu'est-ce que je vais faire de tout cette oseille, c'est vachement sur la représentation du voyou, etc. Après, il y a Sardou, ça c'était pas au scénario, mais en fait il y a pas mal de musique diégétique. Donc par exemple, Cœur Grenadine. Ça c'était, la scène c'était un truc, c'était écrit sur le papier, que c'était Cœur Grenadine, il me semble. En tout cas, on en avait parlé. Ouais, on en avait parlé, que genre la mère était fan de Laurent Voulzy, et du coup quand ils saccagent l'appartement, ils écoutent ça, parce que ça donne tout de suite une idée de la scène, quoi. Ça donne tout de suite un contraste, une ironie. C'est pas simplement des Kaira qui ravagent un appartement. Alors de là à te dire si c'était écrit sur le scénario, parce qu'après ça pose des questions de est-ce qu'on va réussir à avoir les droits et tout ça, donc c'est pas toujours dit directement, mais Toto Africa, je sais qu'on en a écouté pas mal. On se disait il nous faut une chanson que des Anglais de cet âge-là écouteraient et crieraient, comme ça seraient trop contents de chanter, donc on arrivait à ça. Non, quand même, en fait, c'était pas mal il en était pas mal question dans le scénario. Parce que tous ces éléments, toutes ces musiques, ça joue vachement sur le film, sur le style du film, quoi. Et donc ça, c'est pas forcément une idée de tout de suite, enfin une idée qu'on a sur le tournage ou au montage, quoi. C'est vraiment dès le scénario. Mais c'est là où, tu vois, on revient à ce truc de qu'est-ce que c'est qu'écrire le scénario, est-ce que c'est écrire l'histoire ou est-ce que c'est écrire le film. Et donc la réflexion formelle sur le film, elle est là depuis le début. La vie ne m'apprend rien. Pareil, c'est une chanson qui est là depuis le début, ça veut dire qu'on se dit, le film, ça raconte ça. Ça raconte la vie ne m'apprend rien. Et d'ailleurs, le personnage de Cassel en parle au début du film. Il dit, ouais, c'est comme cette chanson, là, donc ça, c'est un dialogue écrit. Donc c'est bien, ça illustre bien le fait que la chanson était prévue. Parlons du style de ton écriture. Est-ce que tu as un style particulier quand tu travailles? C'est-à-dire qu'est-ce que dans le scénario, justement, tu inscris déjà des idées de mise en scène? C'est-à-dire, est-ce que tu stipules que là, il faudrait peut-être un plan serré, un plan panoramique, un travelling, ça serait intéressant? Non, c'est surtout pas, parce que surtout pas parce que ça outrepasse. En revanche, ça outrepasse la fonction du scénariste. En revanche, il y a des manières de formuler des descriptions qui impliquent une certaine mise en scène, en fait. Donc à un moment, quand tu vas à la ligne et que tu dis il sourit, bon bah on s'attend à ce qu'il y ait un plan sur le mec qui sourit. Donc en fait tu viens un plan serré où tu vois son sourire. Donc en fait en vrai il y a une manière d'indiquer les choses, et c'est vrai que moi je me pose la question de comment ça se filme, et après c'est pas comment dire, c'est pas insidieux, hein, j'essaye pas d'amener j'aime bien être surpris dans la manière dont une scène a été tournée, mais en fait quand t'écris tu visualises et t'écris en fonction de ce que tu visualises, et donc après j'adore, parfois je lis des scénarios très nus et j'adore. Par exemple Alain Guiraudy, il écrit des scénarios écrits de manière très curieuse, et vraiment il met pas grand chose, et donc t'as aucune idée de ce à quoi ça va ressembler, et c'est très agréable à lire, ça se lit très vite et tout ça, et t'arrives à avoir une atmosphère, mais par contre tu ne sais pas du tout comment les scènes vont être tournées, quoi. Alors, on sait que le scénario, c'est pas forcément quelque chose de gravé dans le marbre, hein, que c'est un objet de conception qui est voué à être modifié, à changer. Est-ce que la dernière version du scénario du Monde est à toi était, et du coup est très différente de ce qu'on a vu sur l'écran? Non, Le Monde est à toi, pour le coup, c'est pas un film qui a énormément bougé. Je réfléchis. Ça bouge surtout en montage? Même pas tellement, enfin pas en structure, tu vois, il y a des films sur lesquels j'ai travaillé où il y a vraiment des changements de structure, où l'histoire se raconte différemment et tout ça. Le Monde est à toi, globalement tout va à peu près dans le même ordre, donc c'est pas un film qui a beaucoup bougé, aussi parce que c'est un film qui est très qui avance beaucoup au rythme de l'histoire. Donc il y a toujours des événements qui viennent comme ça percuter l'histoire, qui l'amènent ailleurs, Et donc c'est plus difficile à changer que si c'était un drame psychologique en appartement, où là si tu mets la scène de la cuisine après celle du salon ou avant, bah ça change la dynamique entre les personnages, c'est intéressant, et du coup tu peux faire ce genre de changement. Là, bon, à un moment ils ont l'argent, à un moment ils l'ont plus, à un moment ils l'ont de nouveau, tu vois. Est-ce que sur ce scénario il y a une scène très difficile à écrire
que vous avez dû réécrire. Est-ce que tu peux nous dire quelle est cette scène, éventuellement? Il y a une scène qui a été difficile, on s'est pas mal pris la tête, qui est une scène, et qui d'ailleurs, c'est souvent le cas, est finalement très très simple à l'image, enfin, à très peu de dialogue, parce que tout doit passer dans l'incarnation et dans la mise en présence des acteurs. C'est une scène au milieu du film de tension sexuelle entre Karim Leclou, justement, et Oulaya Benyamina, enfin, entre ces deux personnages. Et sur la question un peu de la transaction et de où en est la relation. Dans la chambre d'hôtel. Dans la chambre d'hôtel. Ouais. Où en gros, il y a un truc entre eux, c'est-à-dire qu'ils se plaisent, mais en même temps, elle est très méfiante parce qu'elle pense que lui, c'est un peu un voyou, donc elle est méfiante des voyous. Lui, c'est pas vraiment un voyou, mais c'en est un. Donc en fait, ça tient beaucoup à quelle idée les personnages se font d'eux-mêmes, cette scène. Et donc c'était très délicat, très difficile, et je trouve qu'il s'en est bien sorti en allant au plus simple. D'accord. Maintenant, je voudrais qu'on aborde ton travail d'écriture sur le film Le Poulain. Donc Le Poulain, c'est un film qui sort le 19 septembre avec Alexandra Lamy, et qui est... Alors, c'est pas une adaptation, c'est inspiré de la BD de Mathieu Sapin. Ouais, en fait, c'est même pas inspiré de la BD, c'est inspiré de son expérience dans le monde de la politique. Oui, parce qu'il a accompagné François Hollande dans sa campagne présidentielle. Il a accompagné François Hollande dans sa campagne présidentielle, il a passé aussi 3 ans à venir régulièrement à l'Élysée, voir un peu comment ça marchait. Les 2 fois, il en a tiré des BD. Donc beaucoup de matière. Ouais, c'est ça, il connaît énormément de gens dans la politique, il a assisté à énormément de scènes. Et donc on s'inspire de ça pour raconter une histoire entièrement originale. C'est pas du tout une adaptation de la BD. D'accord. Et justement, cette approche, on va dire originale, est-ce que c'est toi qui l'as amenée sur la table? Est-ce que c'est toi qui es à l'initiation de l'idée originale? Non. Ou alors c'est lui qui est venu avec une idée? Enfin d'ailleurs, comment tu as rencontré Mathieu Sapin? Est-ce que c'est lui qui t'a contacté? Est-ce que c'est ton agent qui vous a mis en relation, quoi? En fait, non, en fait... Il y a un producteur, une boîte de prod, Pyramide Production, qui contacte Mathieu pour faire un film, une comédie sur le monde de la politique, sans adapter la BD. Mathieu est partant, et en fait, là, il commence à chercher un scénariste pour écrire avec lui, et il me contacte via mon agent. Et moi, j'avais très envie de travailler avec des gens de la BD, avec des auteurs de BD en général, et puis j'aimais bien le travail de Mathieu et tout ça, donc j'étais très très partant pour ça. Et puis j'aime beaucoup, je m'intéresse beaucoup à la politique, à la manière dont fonctionne la politique, tout ça, c'est un truc qui m'amuse beaucoup, et donc on s'est rencontrés, on s'est tout de suite beaucoup apprécié, et on a mis pas mal de temps à trouver le concept du film, entre guillemets. Ça veut dire que forcément, quand on commence comme ça avec un grand sujet, on s'est vite dit que ça allait se passer pendant une campagne présidentielle, parce que c'est quand même ce moment où les enjeux montent, etc., et puis c'était ça qu'il connaissait bien. Mais de savoir quelle histoire on allait raconter à l'intérieur de cette campagne, c'est quelque chose qu'on a mis beaucoup de temps à élaborer. Et d'ailleurs, pour ça, comme on est dans l'univers de la politique, est-ce que tu t'es documenté, est-ce que tu as fait, je sais pas, des interviews avec des hommes, des femmes de la politique, ou alors est-ce que tu t'es nourri vraiment surtout des anecdotes de Mathieu Sapin? Les deux, on a fait les deux. Mais on a quand même rencontré beaucoup d'hommes politiques, ou de femmes d'ailleurs, avec lesquels on a déjeuné. Et c'est dur les politiques, parce qu'ils sont tellement dans une habitude de représentation. Qui sont toujours dans une langue de bois. C'est très rare qu'ils te donnent vraiment quelque chose. Ou alors, ça y est, c'est fini la politique pour eux, et là ils balancent. Mais en fait, ceux qui donnent énormément et qui sont géniaux, c'est les conseillers. C'est les conseillers en com. Ah ouais. C'est les mecs comme... Bah ouais, parce que eux, pour le coup, ça les fait marrer, quoi. Souvent, c'est des gens assez détachés. Nous, en plus, on faisait une comédie, on raconte quelque chose d'un peu léger. Puis il y a un côté, voilà, la comédie, elle est assez sexy. Enfin, il y a quelque chose comme ça sur vraiment les relations interpersonnelles, quoi. On n'est pas en train de raconter... la lutte contre le fascisme ou un truc comme ça. Donc on les amenait sur un terrain qui était rigolo, et ceux qui sont plutôt marrants, c'est les gens de l'ombre, parce que ouais, forcément les politiques, ils ont toujours peur du piège, quoi. Bien sûr. Et est-ce que tu avais des films références, des films matrices pour t'attaquer à à cette thématique de la politique? Moi j'ai pas vu le film, mais je pense tout de suite à Primary Colors avec John Travolta quand on parle de la campagne présidentielle. Ouais, c'est vrai. Primary Colors. Mais c'est marrant parce qu'on l'a pas tellement évoqué. Moi je l'aime bien, c'est un film que j'aime bien. En plus j'adore Mike Nichols, donc c'est vraiment un film que j'aime bien. Mais curieusement, c'est pas un film qu'on a tellement évoqué. On a pas mal parlé globalement du travail de Armando Iannucci, le mec qui
un Anglais qui avait fait une série anglaise incroyable qui s'appelle The Thick of It, qui l'a fait VIP aux États-Unis et qui a fait In the Loop aussi. Et là, qui a fait La mort de Staline cette année. Bref, ce type-là qui est vraiment un génie. Et on parlait pas mal de ça, du rythme, de la manière dont ça avance dans ses films. Il y a Tempête sur Washington, dont on a pas mal parlé, de Otto Preminger. Quoi d'autre? Et après, parfois, c'est des films qui n'ont rien à voir, enfin, qui sont pas sur le thème, mais qui sont intéressants en structure. En l'occurrence, nous, on s'est beaucoup... à un moment, on s'est dit, en fait, notre film, c'est le lauréat dans le milieu de la politique. Donc, donc on a pas mal parlé du lauréat, de comment ça marche, des relations. Et du coup, on a regardé aussi, on a beaucoup parlé de films qui racontent ça, une histoire d'initiation sexuelle. Et après, on place ça dans un milieu. Mais ouais. Et quelle est la leçon la plus importante, la plus intéressante que tu as apprise sur ce projet? Et je me rends compte qu'on a mis beaucoup de temps à vraiment se poser la question du récit. C'est-à-dire qu'à un moment, on était très chronique, quoi. Et donc c'est évident qu'à un moment, ça va poser problème. Mais on est un peu tombé dans ce piège. Et c'est vrai que pendant longtemps, le film était le traitement, en tout cas jusqu'au traitement, jusqu'au deuxième version de traitement, le film était la chronique d'une campagne présidentielle. Et ça allait pas, quoi. Parce que au fond, c'est pas pour une question de rythme, pour le coup. Ça allait pas parce que les personnages n'étaient pas très creusés. Du coup, ils étaient tous un peu survolés, quoi. Et moi, il y a un truc que j'ai appris, alors je sais pas si je l'ai appris avec Le Poulain, mais un truc tout simple, c'est que je me dis un film est aussi intéressant que la nature des relations entre ces personnages. C'est-à-dire, ah oui, ça revient à la question des personnages et des fiches personnages. Ouais. Moi, ça m'intéresse assez peu. Ce que sont les personnages, ce qui m'intéresse, c'est les relations qu'ils ont. Et donc, en fait, plus une relation est complexe, subtile, contrariée, plus le film va être intéressant. Et ça, dans Le Poulain, ça m'a frappé. Ça veut dire qu'on avait plein de personnages marrants, un mec qui traversait un univers marrant, mais le film était assez superficiel. Et au final, on a tout recentré autour d'une relation, donc celle entre Alexandra Lamy et Finnegan Oldfield dans le film, et ça a épaissi le film tout de suite. D'accord. Et vu que tu as quand même écrit pratiquement tous tes films à plusieurs, comment vous faites pour garder une homogénéité de ton, vu que quand on écrit à deux ou à trois, on a chacun son univers, on a chacun sa personnalité. Comment vous faites pour garder une homogénéité de ton sur un film? Est-ce qu'il y en a un qui est désigné pour écrire le master draft, par exemple? Je crois que c'est chez Stephen King qui parle de ça, qui dit en fait, écrire, lui il parle de roman, mais je pense que ça s'applique au film. On pense que c'est comme construire une maison, mais en fait c'est comme déterrer un dinosaure. C'est-à-dire que il faut, comme ça, on creuse, et puis à un moment on trouve un bout d'os, puis on sait pas si c'est la queue ou la tête, et puis on commence du coup, vu un os, on ne veut pas le casser, donc on commence à chercher autour, et puis on part dans cette direction, et en fait non, c'était la queue, donc et le dinosaure part par là, et à la fin on doit tout déterrer, et en faisant super gaffe. Et ça, je trouve que ça s'applique beaucoup. Ça veut dire que dans un sens, ce que ça raconte, c'est que l'œuvre précède son écriture, et que l'écriture, ça n'est que le moment où on va découvrir ce que c'est que ce film. Et donc à un moment, en écrivant, si ça se passe bien, si le film prend forme, et prend forme au sens littéral, quand on va ajouter un élément, que ce soit un personnage, machin, et à la fin une réplique, on va bien se rendre compte qu'il n'est pas dans la boîte, qui correspond pas au film. Et donc il y a des choses que le film va prendre et va métaboliser, et d'autres choses qu'il va rejeter. Et après 12 scénarios, est-ce que tu apprends encore des choses nouvelles sur ton métier, ou est-ce que tu considères aujourd'hui que tu es en totale maîtrise de ton art? Oh là là. C'est un métier compliqué, scénariste, parce qu'en fait, un bon scénario, c'est un lieu commun. Un bon scénario fait pas forcément un bon film. Et c'est pas parce qu'un film est réussi que le scénario était forcément remarquable. Parfois, un scénario très simple peut donner un très bon film. Et un film raté peut en fait être raté sur la base d'un bon scénario. Du coup, je trouve que c'est extrêmement difficile pour moi de savoir ce que j'ai réussi ou pas. Donc parfois, tu vois un film et tu trouves le résultat en dessous de tes attentes. Déjà ça, j'ai du mal à l'évaluer. C'est-à-dire que c'est dur de rencontrer des gens et qui te disent sincèrement ce qu'ils ont pensé du film. Je trouve ça très difficile. Et tu sais pas si c'est toi qui as foiré ou si quelque chose d'autre a foiré en cours de route.
Et réciproquement, parfois tu regardes le film, je le trouve super, et tu te dis au fond, qu'est-ce qui fait que le film est super, quelle est la part du scénario, donc j'essaie d'écarter ces questions, ce qui fait que je suis dans le doute permanent sur la qualité de ce que je fais, et je continue à l'être, quoi. Alors j'ai 2 dernières questions. Sur quoi tu travailles en ce moment? Est-ce que tu peux nous révéler quels seraient tes futurs projets? Et ben, qu'est-ce que je fais en ce moment? Là, en fait, je vais réaliser un court-métrage en octobre, donc je travaille beaucoup là-dessus, sur un court-métrage que je dois tourner. Et sinon, alors, je réfléchis un peu, parce que c'est toujours compliqué les projets sur lesquels on travaille, parce qu'on ne sait jamais ce dont on a le droit de parler ou pas, parce que les gens, moi je suis pas du tout parano avec ça, mais les producteurs par exemple, typiquement peuvent l'être un peu. J'ai 2 films, je peux vous parler des films qui sont en tournage en ce moment, ça sera plus... Puis comme ça c'est plus parlant, parce qu'on est sûr qu'un jour ils existeront. Enfin on est sûr. Il y en a un... Enfin, il y a 2 films qui se sont tournés cet été. Il y en a un qui est un film à sketch, qui s'est tourné avec 5 réalisateurs. Voilà, c'est un film à sketch que j'ai coécrit avec 5 autres scénaristes. Malheureusement, je ne peux pas vous dire le titre de ce film parce qu'il est pas encore... on l'a pas encore trouvé. On a travaillé très longtemps avec un titre de travail et on n'a toujours pas le titre définitif. Donc c'est un film à sketch sur une comédie, sur le... En gros, je vais le pitcher très mal, les producteurs m'en voudront, mais sur l'impact du numérique dans notre vie quotidienne. D'accord. Et donc sur la folie qui vient avec ça, etc. C'est un truc assez haut en couleur. Et l'autre film, c'est un film que j'ai coécrit avec Bruno Merle, que réalise Michel Hazanavicius, qui est un film pour enfants. Enfin, un film pour enfants. Film familial, je pense qu'on dit. Voilà, un peu comme un conte de fées. Et dernière question, si tu avais un conseil à donner à un jeune scénariste qui voudrait se lancer dans le métier, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Et d'ailleurs, je t'invite à regarder la caméra et t'adresser directement à lui. Voilà, quel conseil tu pourrais lui donner si un jeune scénariste veut débuter dans ce métier? De ne pas considérer que l'écriture du scénario, c'est l'écriture de l'histoire. De ne pas s'en tenir à ça. Parce que c'est là où ça fait des scénarios, si je veux être caricatural, de scénariste. Ça veut dire c'est là où je trouve que la manière dont les scénaristes peuvent être déconsidérés, je pense, est liée à ça. C'est qu'on les considère uniquement comme des mecs qui vont fabriquer l'histoire. Et donc parfois on appelle les gens, par exemple, on peut m'appeler pour bosser sur un film, et fondamentalement on considère que j'arrive, je vais être plombier, et que je vais leur faire fonctionner leur histoire, et que ça va être super. Et en fait, y a quelque chose qui précède l'histoire, qui est très important, et qui est le désir de film. Et faut pas lâcher ça, quoi. Faut s'y tenir. Merci beaucoup Noé pour cette interview. Je rappelle que Le Monde est à toi est toujours en salle et que le film Le Poulain sort le 19 septembre. Donc allez les découvrir en salle. Voilà, à bientôt pour un prochain numéro de Secret de scénariste. Voilà, j'espère que ce 4e épisode de Secret de scénariste vous a intéressé. Si c'est le cas, allez sur la chaîne YouTube de la Guilde, abonnez-vous. Vous y trouverez régulièrement des nouvelles vidéos sur tout ce qui touche au scénario en France. Allez découvrir également le site de la Guilde où vous trouverez une mine d'informations sur l'actualité des scénaristes français ainsi qu'une Writer's Room, un centre de ressources sur le métier de scénariste. Enfin, je vous propose des critiques de films, des vidéos thématiques concernant le cinéma sur ma chaîne YouTube The Film Talker, alors n'hésitez pas à venir vous abonner. Secret de scénariste épisode 4, c'est terminé, à très bientôt.